Et merci pour cette invitation. Donc effectivement, je suis économiste, mais la vérité, c'est que je suis aussi un peu formée aux sciences naturelles et je suis aussi ingénieure agronome. J'ai un profil un peu interdisciplinaire et c'est avec ce regard un peu interdisciplinaire que je vous propose de parler des liens entre économie et services écosystémiques aujourd'hui. Et aussi, je vais mettre l'économie au pluriel, puisque comme on l'a vu ce matin, il y a plusieurs courants d'écologie qui existent, différentes façons de voir les choses au sein même de la famille des écologues. Et évidemment, c'est la même chose au sein des économistes. Vous avez différents courants qui existent, et on va essayer de voir un petit peu, de façon évidemment un peu caricaturale et rapide, mais on va essayer de voir quelles sont les différentes façons dont l'économie peut parler de ces services écosystémiques. Donc je suis revenue un petit peu à un des premiers messages qu'on a pu aborder ce matin, c'est que finalement la notion de service écosystémique, elle était un petit peu apparue finalement plutôt du côté des écologues qui ont essayé de trouver un moyen de enfin convaincre les décideurs et les politiques de s'intéresser à la question de la nature, la biodiversité, les écosystèmes. Et une façon de les accrocher finalement un peu avec une métaphore, ça a été de dire mais regardez, la nature, on peut en retirer des bénéfices, la nature est vraiment, les activités économiques de l'homme en dépendent, il y a vraiment un lien fort de dépendance entre la nature et le bien-être et aussi nos économies, il faut faire quelque chose. Donc effectivement, petit à petit, le discours s'est un petit peu précisé. Et donc là, je vous ai proposé quelques grandes étapes qui m'ont semblé importantes à rappeler, et certaines ont été d'ailleurs mentionnées ce matin. C'est notamment un premier article de ce chercheur que vous voyez sur la photo, donc le docteur Westman, qui est donc écologue, et qui a écrit un papier en 1977 dans la revue Science, qui avait pour titre, donc j'ai traduit, hein, mais combien valent les services de la nature? Donc c'est un peu la première fois qu'un article a vraiment pu mettre ce sujet sur la table, et un article qui a eu une retombée assez médiatique et une retombée assez importante au sein de la communauté des chercheurs aussi. Alors bien plus tard, vous avez un article très important qui a été rédigé par Robert Costanza. Donc lui, il a plutôt une formation d'écologue et petit à petit, il s'est formé aussi aux questions d'économie. Et aujourd'hui, il se revendique comme un économiste écologique. Donc c'est aussi un acteur un peu interdisciplinaire. Et donc ça a été un des premiers, alors c'est pas le premier papier, mais c'est un papier important qui a vraiment essayé de faire l'exercice pour la première fois. On s'est dit, d'accord, les services de la nature valent quelque chose, mais alors combien ils le valent? Donc il y a eu ce premier travail qui a estimé donc la valeur du capital naturel mondial et des services écosystémiques rendus par ce capital naturel. C'est comme ça que c'est présenté dans cette approche-là. Il vaudrait donc 33 000 milliards de dollars américains de 1995 par an, ce qui correspondait en fait à l'époque à un peu plus, donc même beaucoup plus, 1,8 fois le PIB mondial de cette époque. Donc c'est un peu la première étude qui a fait ce travail-là. Bien sûr, le Millennium Ecosystem Assessment a été mentionné ce matin. C'est une étape phare dans la divulgation et l'opérationnalisation de ce concept, avec donc ce travail qui a été commandé par l'ONU. C'est un travail qui a impliqué beaucoup d'économistes. Donc ce travail ne consiste pas uniquement à une évaluation monétaire des services écosystémiques. Il y a plein d'autres évaluations aussi biophysiques dans ce travail-là, mais il y a quand même beaucoup d'économistes qui ont été impliqués. Juste après ça, le TIB, Économie des écosystèmes et de la biodiversité, là c'est une ambition plutôt de la Commission européenne, et là il y a vraiment une ambition de faire entrer en scène les économistes de façon à ce qu'ils puissent participer pleinement à ces évaluations. Et d'ailleurs ce travail a été dirigé par un banquier, donc Pavan Sukhdev, et donc ça c'est un travail qui a aussi une renommée assez importante, internationale. Donc on voit que petit à petit, les économistes, au moins dans ces grandes étapes, sont entrés en scène, ont tenté de faire des études d'évaluation monétaire des services écosystémiques. Mais en 2012, ce qu'il se passe, c'est que donc dans le cadre de l'IPBES, ça a été rappelé ce matin, on a commencé un peu à avoir un certain clash entre les différents chercheurs qui étaient impliqués dans cette plateforme intergouvernementale. Les gens n'étant pas forcément d'accord sur le concept des services écosystémiques, ce qu'on mettait derrière, on a parlé de ce nouveau concept de contribution de la nature au peuple ou aux populations. Donc on voit un peu qu'on essaye de se re-questionner finalement sur cette approche des services écosystémiques. Et la monétarisation a été assez pointée du doigt en fait finalement dans ce travail-là. Et ce sont finalement d'autres économistes qui ont petit à petit pu essayer de présenter d'autres façons de voir aussi le rôle de l'économie dans cette approche des services écosystémiques.
Donc finalement, on peut voir que dans ce bref historique, c'est une sorte de métaphore, hein, une façon de toucher les gens en fait, qui a été proposée initialement plutôt par des écologues. Les économistes ont été petit à petit conviés à participer à l'élaboration et à l'opérationnalisation de ce concept. Mais finalement, un peu sur le tard et aujourd'hui, on se rend compte que tout le monde n'est pas tout à fait d'accord sur la façon dont les économistes peuvent faire ce lien avec les services écosystémiques. Donc finalement, au fond, la question que se posent les économistes lorsqu'ils essayent de traiter du sujet des services écosystémiques, c'est comment prendre en compte la valeur des écosystèmes lorsqu'ils sont menacés de destruction ou de dégradation. Donc ce que je vous présenterai aujourd'hui, c'est comment finalement un premier courant des économistes, que j'appelle très généralement ici les économistes standards, qui se basent en fait sur les fondements de la microéconomie néoclassique, et qui accordent une place importante au cadre marchand dans leur discussion théorique, comment ces économistes-là ont peu à peu théorisé et posé le problème des services écosystémiques en termes économiques. Mais je vous présenterai aussi dans un second temps comment petit à petit des économistes alternatifs, en fait c'est un groupe de plein de courants économistes différents, parfois pas forcément d'accord ensemble d'ailleurs, mais qui en fait se sont construits petit à petit en opposition à cette première vision donc des services écosystémiques comme quelque chose qu'il faut monétariser pour le faire entrer en fait dans le système économique tel qu'il existe. Et donc là, on verra que ce sont des approches qui sont plutôt fondées sur une pluralité, une reconnaissance de la pluralité des valeurs et une une place importante donnée à l'éthique. Ce que j'ai aussi fait pour préparer cette présentation, c'est que j'ai un peu regardé ce que les étudiants que vous aurez donc, au lycée étaient censés déjà savoir en termes économiques. Donc, qu'est-ce qui est au programme des SES en seconde et en première en termes d'économie, pour voir un peu quels sont les concepts qu'ils sont censés connaître et que vous pouvez donc remobiliser plus rapidement. Mais ça nécessite forcément du coup un peu d'interaction avec les autres professeurs donc de sciences sociales pour que vous soyez d'accord et que vous compreniez bien ensemble ces concepts-là. Donc déjà, je vous présente un petit peu comment un économiste néoclassique, qui fait en fait surtout de la microéconomie pour ce sujet-là, réfléchit sur cette question des services écosystémiques. Donc ici, j'ai mis des photos d'économistes assez anciens qui ont vraiment été à l'origine de cette question de quelle est la valeur qu'on peut accorder à l'environnement, en fait, plus généralement au début. C'est une question qui remonte bien avant le fait même que le principe des services écosystémiques soit peu à peu inventé et mis sur le devant de la scène. Donc c'est des questions qu'en fait les économistes se posent depuis la fin du 19e, le début du 20e siècle. On s'est rendu compte, enfin ces économistes se sont rendus compte petit à petit que donc un marché qui est supposé être la place où se rencontrent l'offre et la demande et où se créent les prix, avait différentes défaillances. Et une des défaillances du marché, donc les étudiants connaissent cette notion, c'est que finalement, certaines choses, ici l'environnement, ne sont pas forcément prises en compte dans les prix. Donc quand on utilise et qu'on dégrade les écosystèmes et leurs services écosystémiques, en fait, ce n'est pas forcément reflété dans les prix du marché. On appelle ça une externalité, donc ici négative, puisqu'on dégrade l'environnement, mais ce n'est pas forcément reconnu dans les prix. Donc en fait, on se rend compte que de ne pas prendre ces écosystèmes et leurs services en compte dans les prix du marché fait que donc on a des externalités environnementales, négatives ou positives. Une façon de réintégrer finalement ces valeurs dans le système économique, finalement, ce serait de donner un prix à ces externalités-là, de façon à pouvoir les compter à nouveau dans le système marchand. Donc finalement, mettre une monétarisation, valoriser économiquement en termes d'argent ces services écosystémiques, ça permettrait finalement de rendre visibles les externalités positives et négatives et donc de les internaliser. C'est le terme aussi qui est employé et que les étudiants connaissent. L'idée de faire ce travail-là, finalement, c'est de pouvoir aider à faire une décision publique qui va pouvoir être en théorie efficace, puisqu'on va donc prendre en compte une décision qui prend toutes les problématiques, qui prend en compte tous les paramètres du problème, et légitime, et vous le verrez pourquoi par la suite, ça se traduit aussi théoriquement. Ça permettra aussi donc de prendre des décisions de dépenses publiques qui sont transparentes, puisqu'on aura pu mettre finalement sur la table l'ensemble des enjeux lorsqu'on va vouloir faire un projet d'aménagement, par exemple. Alors là, c'est vraiment la théorie pour comprendre comment on essaie d'internaliser donc, ces externalités environnementales. L'outil ensuite que ces économistes proposent d'utiliser, c'est celui de l'analyse coût-avantage. Donc en fait, dans l'analyse coût-avantage, ici j'ai représenté ça sous la forme d'un projet
qui est en cours de discussion et on se demande si on doit faire ou pas le projet. Originellement, ce qu'on regarde, c'est combien ce projet va me coûter et quelles seront les retombées économiques de ce projet. Si les retombées économiques sont plus importantes que l'investissement, alors je vais faire le projet. La question ici qui est posée, c'est on ne prenait pas en compte l'environnement. Comment prendre en compte l'environnement pour décider si on doit faire ou non un projet? Si on met de la valeur monétaire sur les coûts liés à l'environnement ou les bénéfices éventuellement qu'un projet peut apporter à l'environnement, disons un programme de conservation par exemple, ça devrait pouvoir peser dans la balance pour savoir si oui ou non je vais faire ce projet-là. Donc finalement, reconnaître la valeur économique des écosystèmes et de leurs services va pouvoir leur permettre d'entrer dans le calcul monétaire et d'être utilisé pour prendre une décision de réaliser ou non un projet. Donc je vais faire un petit détour sur la définition qui est donnée en économie de la valeur. Ça a été un petit peu abordé ce matin par François. La valeur économique d'un bien ou d'un service, elle peut se traduire par son utilité sociale. Et donc on la décrit comme en fait sa capacité à contribuer au bien-être des agents. Et il est possible de traduire tout ça en termes monétaires. C'est-à-dire qu'en fait, un agent, entre différentes situations, va pouvoir être indifférent à partir du moment où on connaît finalement la valeur de la chose à laquelle il est prêt à renoncer ou la chose qu'il voudrait acheter. On met vraiment ici l'agent dans la peau d'un consommateur et on estime que la valeur normative qui va guider ses choix, c'est une valeur monétaire qui est universelle, neutre, supposée neutre par cette théorie économique et partagée par tous. Donc ça paraît tout à fait légitime d'utiliser cette approche-là. Donc maintenant, je vais faire un petit détour pour une illustration un peu plus fine de la valeur économique en vous donnant aussi un exemple. C'est un schéma que vous avez vu ce matin, la valeur économique totale d'un bien environnemental ici, que je vais décrire. Imaginez que vous avez donc cet espace avec une plage et différents usages, différentes aussi fonctions écologiques, plein de choses qui existent sur cette plage-là, et vous avez un programme qui est prévu pour développer un terminal méthanier, par exemple. Donc vous allez éventuellement avoir un projet qui va venir grignoter un bout de cette plage et le détruire. Donc vous allez avoir des impacts environnementaux et des impacts sur les usages et les bien-être des gens. Normalement, ce qu'on aurait regardé sans regarder du tout les enjeux environnementaux, c'est est-ce que faire ce projet méthanier, ça va être intéressant, c'est-à-dire est-ce que l'investissement va être moins important que toutes les retombées économiques qu'il va permettre. Maintenant, l'économie de l'environnement propose de rajouter la valeur de la plage pour savoir est-ce que si on détruit cette plage, on va finalement peut-être avoir des coûts bien plus importants que ce qu'on envisageait initialement en ne regardant que les investissements économiques liés à la construction du port. Donc pour ça, on a l'habitude de décrire la valeur économique en deux premières sous-parties. D'une part, la valeur d'usage, c'est-à-dire aujourd'hui à quoi vraiment est utilisée, à quelle fin est utilisée cette plage. Dans ces valeurs d'usage, vous avez différentes sous-catégories de valeurs. Les valeurs d'usage directes, qui sont celles qu'on va relier très facilement aux services écosystémiques d'approvisionnement, ou culturelles, qui sont vraiment liées sur une utilisation directe de l'endroit ou des produits issus de l'endroit. Donc par exemple ici, ça pourrait être le fait que vous avez pas très loin de la plage ici certaines personnes qui vont pouvoir venir pêcher professionnellement et vendre leurs poissons au marché. Vous avez ici des pêcheurs à pied qui ont une activité récréative, donc ils vont prélever des praires, tout ce que vous voulez sur une plage. Vous avez aussi des gens qui marchent, donc là il y a un service culturel de balade sur cette plage. Donc voilà, ça, ce sont des choses qui sont très directement liées à nos usages. Il y a aussi des valeurs d'usage qui, dans une présentation plus générale de la valeur économique totale, sont appelées les valeurs d'usage indirectes. Donc c'est un petit peu en quoi, ici, la plage va avoir des fonctions écologiques qui, au final, vont donc générer des services écosystémiques qui pourraient être retirés par les humains. Donc on peut penser au fait que vous avez sûrement par là des petits bancs d'huîtres qui filtrent l'eau, qui font que l'eau est de bonne qualité, et donc les gens vont apprécier se baigner dans une eau propre, ou pour leur santé, ce sera quelque chose de convenable. Donc là, ce sont des valeurs un peu plus indirectes. Vous avez des valeurs plus compliquées à appréhender qui sont par exemple la valeur d'option. C'est donc l'idée de se dire peut-être que si je ne fais pas mon port aujourd'hui et que je garde la plage, je pourrais l'utiliser plus tard. Et peut-être que plus tard, j'aurai plus de connaissances ou je connaîtrai encore plus de choses qui me feront penser qu'elle a une valeur d'usage encore plus importante. Donc ça veut dire que dans la valeur économique totale, on prend en compte le présent mais aussi un peu le futur. Par ailleurs, vous avez aussi les valeurs de non-usage qui sont beaucoup plus difficiles à appréhender. Ce sont des choses dont on a plus parlé finalement ce matin. Notamment, vous avez le fait qu'on puisse ne pas vouloir détruire la plage aujourd'hui pour la laisser à une génération future, pour lui laisser le choix de l'utiliser pour un projet d'aménagement ou encore une fois la conserver. Ça peut être aussi la laisser pour être utilisée par d'autres gens, c'est plutôt une valeur altruiste.
Et vous avez aussi cette fameuse valeur d'existence dont on a parlé ce matin, qui est parfois confondue avec aussi une valeur intrinsèque. Donc là, c'est plus, est-ce que le fait que cette plage existe m'apporte ou pas? En fait, je sais que cette plage existe et pour moi, il est important qu'elle existe pour elle-même. Et donc, je vais éventuellement avoir un consentement à payer pour qu'on ne détruise pas cette plage, par exemple. Donc, vous voyez qu'on peut rattacher des services écosystémiques à ces différentes valeurs. Pour la plupart, en fait, plutôt dans des valeurs d'usage, peut-être quelques services culturels qui sont en lien, par exemple, avec la méditation ou le sentiment d'appartenance, vont se rapprocher un petit peu de valeurs de non-usage. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que lorsqu'on essaye ensuite d'évaluer économiquement ces services écosystémiques, ça va être de plus en plus dur si on va des valeurs d'usage direct vers ces valeurs de non-usage. Il y a une sorte de tangibilité des méthodes et des approches théoriques pour essayer de les appréhender qui va être de moins en moins fiable. Donc je suis maintenant obligée de faire un petit détour et vous parler de comment économiquement on va évaluer ces services, sachant que derrière on a ces idées de valeurs qui sont, vous le voyez, assez différentes et avec une difficulté progressive pour leur évaluation. Alors je vous présente ici, très rapidement, sans aller dans les détails, si vous avez des questions on pourra y revenir, les principales méthodes d'évaluation économique des services écosystémiques. Il faut là, encore une fois, refaire une petite distinction entre deux principales approches, qui sont celles qui cherchent à évaluer les services liés à des biens marchands et les non marchands. Donc les étudiants connaissent ça aussi, ça a été introduit soit en seconde, soit en première, je ne sais plus. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est encore différent des services d'usage ou de non-usage. Ici, c'est de savoir, l'idée c'est de savoir est-ce que ce service ou est-ce que ce bien fait l'objet d'une transaction marchande ou pas. S'il fait l'objet d'une transaction marchande, pour les économistes, c'est super parce que vous pouvez tout simplement utiliser le prix de marché de ce bien-là pour connaître sa valeur. Par exemple, un pêcheur qui va pêcher 1 tonne de tel poisson, il connaît le prix à la criée de ce poisson-là, donc il peut mettre une valeur assez facilement sur le poisson. Par contre, pour tout ce qui est non marchand, c'est plus difficile. Mais vous avez d'autres façons de vous rapprocher d'un marché de façon plus ou moins directe. Par exemple, vous êtes un pêcheur récréatif, vous avez ramassé 1 kilo de praires. En fait, vous ne les vendez pas, ces praires-là, parce que c'est pour votre propre consommation. Mais on peut utiliser le prix à la criée des praires pour savoir à peu près combien ça vaut ce kilo de praires que vous avez ramassé. Donc on peut se rapprocher en utilisant les coûts de marché existants. Par contre, il y a d'autres aspects sur lesquels on ne peut pas directement lier ça à un bien matériel que vous auriez pu récupérer de votre utilisation de cette plage. Alors on va avoir des manières détournées d'y arriver. Il y a un premier groupe de méthodes qui s'appelle donc les méthodes des préférences révélées. C'est-à-dire qu'on va essayer de voir quel est le marché indirectement lié à ce service qui pourrait nous aider à en tirer une valeur monétaire, encore une fois. Les exemples qui peuvent être donnés, il y a 2 grandes méthodes principales qui existent. La première, c'est celle des coûts de transport. On va regarder combien vous dépensez pour aller voir un endroit. Donc par exemple, pour aller en forêt ou pour aller sur cette plage, vous avez fait 20 km avec votre voiture, vous avez dépensé tant de carburant, vous avez pris du temps pour le faire. Donc on estime qu'en fait, votre consentement à payer pour aller sur la plage, en prenant votre moyen de transport, peut traduire la valeur qu'a cette plage pour vous. Une autre façon, c'est de dire, par exemple, vous avez une maison au bord de la plage, vous avez une maison ailleurs, en ville par exemple. Si la maison au bord de la plage a un prix plus important, la différence du prix de la maison en ville ou au bord de la plage peut révéler en fait le prix, la valeur accordée au fait d'être à côté de la plage. Donc ça, c'est la méthode des prix hédoniques. Donc vous voyez qu'on essaye de se rapprocher d'une façon ou d'une autre, malgré tout, d'une transaction marchande. Si on devait vendre une maison, qu'est-ce qui se passe si je suis au bord de la plage ou pas? Il y a encore une autre façon qui est celle des préférences déclarées. Donc là, en fait, c'est qu'on est complètement dans des marchés simulés. On dit, par exemple, à une personne, combien vous seriez prêt à payer pour que je fasse un programme de conservation ici pour le chardonneret, qui est une espèce menacée. Ou alors, si un projet d'aménagement devait avoir lieu, combien vous seriez prêt à recevoir parce que cet oiseau va malheureusement disparaître. Donc en fait, ici, on est plutôt dans des cadres d'enquête. On met les gens dans une situation de transaction marchande complètement fictive. Et en fait, à force de répétition avec un échantillon censé être représentatif, on va pouvoir comprendre petit à petit quel est le consentement à recevoir ou à payer selon la situation d'agent économique pour un bien environnemental qui va donc pouvoir avoir ici une sorte de valeur d'existence. Ça rejoint un peu le bord du schéma que je vous présentais tout à l'heure. Avec ces différentes méthodes, on peut donc essayer d'évaluer différents services retirés par les humains de la nature. Donc un service écosystémique ici d'approvisionnement, la pêche, donc vous avez une production de poissons.
Les services écosystémiques de pollinisation a été souvent calculé et souvent mis en avant. On parle beaucoup de lui dès qu'on parle des services écosystémiques. Notamment, une étude en 2009 montrait que le service de pollinisation à l'échelle mondiale pour l'agriculture représentait entre 190 et 300 milliards de dollars de l'année 2005. C'est un exemple de valorisation. J'ai parlé des services rendus par le fait de pouvoir avoir une activité récréative en forêt, et puis une certaine valeur d'existence. Ça peut être un sentiment d'appartenance, ça peut être un plaisir pour un ornithologue de pouvoir apprécier la présence de certains oiseaux. Donc voilà, vous avez tous ces services-là, en fait, qui vont pouvoir être monétarisés via ces différentes techniques, qui sont du coup plus ou moins tangibles, comme je vous l'expliquais. Parfois, il est difficile de mettre en œuvre tout l'arsenal, notamment scientifique. Ici, les méthodes utilisées pour les préférences déclarées, elles sont complexes et parfois très longues à mettre en place. Les noms des méthodes, ce sont par exemple l'évaluation contingente ou les choix expérimentaux. Alors parfois, on n'arrive pas à pouvoir le faire dans le cadre d'un projet de prévision de projet d'aménagement. Alors on va voir la littérature scientifique et on fait des transferts de valeurs. Donc ça, c'est super dangereux, il faut bien le faire, sinon ça peut ne veut rien vouloir dire. C'est-à-dire que vous allez par exemple prendre la valeur qui avait été accordée au service d'approvisionnement de pêche à pied des frères sur cette plage de Bretagne que je vous montrais, mais vous voulez l'utiliser en Inde. Et alors, vous allez devoir avoir quand même quelques critères d'ajustement pour savoir est-ce que vraiment on peut faire ce transfert de valeur. Et si on le fait, comment il faut l'acclimater en quelque sorte à l'endroit où vous voulez l'utiliser. Donc, ce qu'il faut dire à cet endroit-là, c'est que tout ça repose sur des hypothèses assez fortes, qui est que finalement, on essaye de tout retraduire sur un marché, qu'il soit existant ou fictif, mais que donc les comportements que les gens, que les agents, que vous, que moi, avons sur le marché reflètent vraiment notre préférence et notre bien-être. C'est une hypothèse assez lourde, quand même, de cette approche économique. Et la deuxième, c'est que les enquêtes qui ont été faites, surtout pour déclarer ici ces valeurs-là, elles reflètent des intentions sincères. C'est-à-dire que quand on vous demande combien vous seriez prêt à payer pour améliorer la sauvegarde de tel ou tel oiseau, est-ce que vraiment ce que vous répondez veut vraiment traduire la valeur que vous accordez à cet oiseau, par exemple. Donc, vous avez toutes ces méthodes à votre disposition pour pouvoir monétariser les services écosystémiques. J'en reviens donc à ce schéma-là. Vous allez pouvoir petit à petit remplir les cases en fait ici des différents services écosystémiques dont vous pouvez bénéficier avec cette plage, qui remplissent donc plus ou moins bien les différents types de valeurs. Et vous allez pouvoir avoir la valeur de votre plage. On en revient donc à la décision, ici. Maintenant que vous connaissez la valeur de cette plage, eh bien vous allez pouvoir l'ajouter aux différents coûts et aux différents bénéfices qui étaient calculés par ailleurs très classiquement dans un projet d'investissement. La question maintenant, c'est de savoir est-ce que la plage pèse plus de façon à ne pas faire autoriser le projet, ou est-ce que finalement les retombées économiques sont telles que le projet va quand même se faire, puisque finalement le coût, la valeur qui avait été accordée à la plage n'a pas autant d'importance que ce qu'on pouvait imaginer. Donc, l'analyse coût-avantage, cette approche d'économie donc néoclassique, dit que finalement, cette approche-là, elle est tout à fait efficace puisqu'on prendra la décision qui conduit à un bénéfice net collectif. Donc là, c'est important, c'est qu'on a agrégé toutes les valeurs et les préférences individuelles pour regarder si au total, au global, on a plutôt un bénéfice net monétaire, donc on a vraiment mélangé tous les sujets ensemble, ou alors si on a plutôt quelque chose qui ne mène pas à un bénéfice et du coup, il ne faut pas faire le projet. Et alors, le critère de légitimité, ici qui est apporté, c'est que, en fait, si votre projet génère un bénéfice net, alors finalement, une part de ce bénéfice net va, en quelque sorte, théoriquement, compenser les autres coûts qu'il peut y avoir du côté plutôt de ceux qui ne voudraient pas trop faire le projet. Donc vraiment, ce que cette théorie explique, et c'est quand même la théorie dominante qui est utilisée aujourd'hui, même si ce ne sont pas forcément des mécanismes compensatoires qui seront effectivement réalisés, on dira le fait qu'il y ait une retombée économique importante sur le territoire, la création d'emplois, un territoire rayonnant qui va attirer encore plus de citoyens, par exemple, et bien finalement ça compense le fait que certaines personnes étaient prêtes à payer pour pouvoir conserver telle espèce. Ils sont aussi donc prêts à recevoir, pour eux il y a une indifférence, ils sont prêts à recevoir finalement cet argent même théoriquement pour le fait de savoir que cet oiseau ou cette plage va disparaître. C'est vraiment cet argument-là qui est utilisé pour définir le principe de l'analyse coût-avantage. Donc bien entendu, cette approche-là, elle n'est pas la seule qui est utilisée pour prendre des décisions, bien heureusement d'ailleurs. C'est vraiment l'analyse économique, l'analyse socio-économique du projet. Mais en réalité, vous savez bien qu'il y a
les réglementations environnementales qui font que certaines espèces sont protégées, par exemple, et donc même si l'analyse coût-avantage montre qu'il faudrait faire le projet, peut-être qu'on va quand même faire attention au fait que ces espèces ne peuvent pas être dégradées parce que c'est la législation, et donc il y a tout un arsenal de mesures adaptées. Les projets sont quand même aussi soumis au débat public, donc vous avez aussi des enjeux sociaux, des enjeux d'acceptabilité des projets qui entrent en compte. Et puis parfois, quand un projet doit passer, on ne fait absolument même pas d'analyse. En fait, le projet passera quoi qu'il arrive. Donc vous voyez que même si économiquement, théoriquement, on a une approche très satisfaisante et qui marche bien, en fait, théoriquement, ça s'explique bien pour définir économiquement comment réaliser un projet et comment prendre en compte donc, les services écosystémiques en compte en les monétarisant. Mais en fait, on voit bien qu'il y a quand même d'autres choses qui entrent en jeu. Et ça, c'est vrai que certains économistes critiquent aussi un peu ça, en disant que ça affaiblit un petit peu la pureté de cette approche théorique. Donc maintenant, je vais vous parler un petit peu des autres économistes qui sont apparus petit à petit au cours de l'histoire. Hein. Ce mécanisme d'internalisation des externalités environnementales, l'analyse coût-avantage, c'est des concepts qui ont été inventés il y a très longtemps, même avant que les services écosystémiques existent, qui ont petit à petit continué à être utilisés. Beaucoup d'économistes néoclassiques, et c'est l'économie dominante aujourd'hui, et celle qui est majoritairement aussi enseignée à l'université, continuent d'exister, mais coexistent avec ces autres économistes qui petit à petit ont proposé d'autres approches. Et sachez que ce sont des économies ultra minoritaires, pas forcément bien reconnues, et qui sont, on en parlait un peu ce matin, enseignées parfois en module complémentaire, en module optionnel, alors qu'ils apportent une autre vision qui reprend beaucoup plus la pluralité des valeurs dont on a parlé ce matin. Donc je vais brièvement vous donner quelques positionnements et quelques solutions proposées par ces autres économistes, sachant qu'eux-mêmes ne sont pas tous d'accord. Hein. Il y a vraiment un foisonnement de propositions et de solutions de leur côté également. Certains refusent complètement d'utiliser le concept de service écosystémique pour des raisons éthiques. Alors, il y en a certains qui expliquent que de monétariser un service écosystémique, c'est forcément un risque de marchandisation et de privatisation du vivant. C'est-à-dire que dès le moment où vous allez mettre une valeur économique sur un service, certaines personnes vont y voir un intérêt et vont peut-être vouloir en profiter pour mettre en place une situation marchande. Ce n'est pas forcément le cas, hein, et l'économie néoclassique s'en défend, mais certains ont peur de cette dérive. Une autre critique qui est souvent apportée, c'est que, en fait, depuis le début, on parle de neutralité morale de la monnaie. Un agent serait indifférent, finalement, à la fin, si monétairement, en fait, le projet conduit à un bénéfice net qui est censé représenter un bénéfice social, collectif, net pour tous. Certains rejettent complètement cette approche-là en disant qu'on ne peut pas mélanger toutes ces valeurs et d'avoir agrégé toutes ces valeurs de la valeur économique totale n'a vraiment pas de sens. Et ils critiquent effectivement aussi beaucoup les différentes méthodes d'évaluation économique, surtout non marchandes, dont je vous ai parlé. Un des exemples, c'est que par exemple, vous avez des valeurs qui vont pouvoir être très dépendantes des contextes. Les méthodes qui se reposent sur les enquêtes vont parfois en fait, générer des mises de protestation, c'est-à-dire que des personnes sont tellement contre le fait même de devoir mettre une valeur sur un écosystème ou sur un service écosystémique, vont dire mais non, mais c'est infini, je serais prêt à mettre 1 million d'euros pour sauver tel oiseau, alors qu'eux-mêmes n'ont pas forcément 1 million d'euros sur leur compte en banque. Donc ça brouille un petit peu l'évaluation monétaire, et ils montrent comme ça un petit peu l'absurde de certaines de ces approches. Alors vous avez d'autres économistes qui essayent de ménager un petit peu la chèvre et le chou et qui disent « Attendez, peut-être que quand même cette approche des services écosystémiques peut nous être utile. Comment elle pourrait vraiment nous aider dans la décision publique? Peut-être que la monétarisation, ce n'est pas la seule façon de, nous, économistes, utiliser cette approche-là. » Ils ont vraiment une approche pragmatique. Déjà, ils regardent ce qu'il se fait vraiment dans la réalité ou pas. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est qu'en fait, à l'heure actuelle, il y a un nombre foisonnant d'études d'économistes de monétarisation des services écosystémiques. Vous avez un nombre impressionnant de programmes de recherche, de papiers qui essayent de mettre des valeurs sur différents services écosystémiques un peu partout sur Terre. Mais ce que d'autres scientifiques montrent, c'est qu'en fait, ces valeurs-là, elles sont quasiment jamais utilisées pour la décision publique, en réalité. C'est vraiment, il y a un gap assez énorme. Ça peut s'expliquer en France notamment par le fait que différents documents qui sont censés donc, accompagner la décision publique, par exemple le Conseil d'analyse stratégique, ou alors un autre rapport qui a été commandé par le gouvernement, le rapport Quinet, en fait, font le point sur cette approche monétaire des services écosystémiques, se rendent compte de la difficulté de les évaluer et disent « Oulala, mais attendez,
C'est pas forcément une super idée de faire ça. L'exemple des 4 skills qui a été présenté par Anne ce matin le montre aussi. C'est pas forcément l'approche la plus conseillée, en particulier sur tout ce qui est valeur de non-usage. Vraiment, les approches pour comprendre quels sont les consentements à payer ou à recevoir, c'est vraiment encore quelque chose de compliqué à manipuler. Est-ce que vraiment ça doit être utilisé pour la décision? On n'est pas vraiment certain de vouloir le faire. Donc ce premier rapport dit, peut-être qu'on peut le faire, mais juste pour la biodiversité ordinaire, qu'on en a parlé un petit peu ce matin, et juste pour les usages de la biodiversité ordinaire. Pour le reste, on s'abstient, on n'essaye pas de mettre de valeur dessus. Et ce rapport Quinet, qui publie un peu après un conseil pour les décideurs publics, en leur disant, non, en fait, la valorisation économique des services écosystémiques, ça peut être utilisé un peu en annexe dans vos projets, dans vos documents soumis, mais ça ne peut pas vraiment être utilisé pour la décision. Pour le moment, on n'est pas prêt. Donc vous voyez quand même encore un peu un gap entre ce qui peut se passer dans le milieu académique, qui est le foisonnement d'études sur le sujet, et la réalité de l'utilisation. Donc ces économistes essayent de reconnaître plus de valeur que la seule valeur économique telle que décrite par le cadre néoclassique, et ils expliquent effectivement que certaines valeurs sont vraiment incommensurables à la valeur monétaire, des valeurs éthiques, politiques, qu'on ne va même pas essayer de monétariser. Ils expliquent donc qu'on ne doit pas complètement jeter non plus le principe même de faire une évaluation monétaire, parce que ça peut être utile, mais vraiment ils vont donner les cadres dans lesquels ça peut être pertinent de le faire. Donc par exemple, ça peut effectivement être utile de connaître combien ça coûte une fois qu'un écosystème est dégradé. J'ai détruit ma plage, ça va avoir des conséquences un peu partout dans les écosystèmes aux alentours. Vous allez avoir une qualité de l'eau qui va être dégradée, donc vous allez devoir mettre en place des programmes pour essayer d'améliorer la qualité de l'eau. Donc en fait, vous allez plutôt que de vouloir donner une valeur à un écosystème, essayer de voir combien ça coûte effectivement une fois que vous dégradez cet écosystème. Et c'est une posture qui leur semble plus pertinente pour pouvoir vraiment aider les décideurs. Donc je vais avancer un peu parce que c'est bientôt la fin de la présentation. Vous pouvez aussi avoir vous pouvez un peu comprendre quelle est la demande sociale pour certains services écosystémiques en essayant quand même d'avoir une approche monétaire. Ça peut être utilisé pour ça. Et puis, en fait, depuis ce matin, on parle surtout finalement de sensibilisation. En quoi savoir quelle est la dépendance des humains au bon fonctionnement des écosystèmes représente une valeur monétaire importante. Ça peut être utilisé comme un argument de sensibilisation, mais alors attention, à partir du moment où cet outil va devenir un outil d'aide à la décision. C'est vraiment la différence à faire. Et ces économistes prônent aussi une analyse complémentaire de ces évaluations monétaires avec tout un tas d'évaluations non monétaires qui sont celles en fait, qui ont été abordées ce matin. Il y a plein de valeurs qu'on va pouvoir évaluer différemment. Ça va être peut-être même pas forcément évaluer des valeurs, mais juste peut-être hiérarchiser des services ou alors les représenter à l'échelle d'un territoire, voir comment la prise d'une décision va redistribuer les services écosystémiques sur un territoire. Donc ça, c'est des choses qui vont être abordées dans la présentation suivante par Améline. Donc vous avez plein d'autres façons, en fait, en tant qu'économiste, de travailler sur ces services écosystémiques sans forcément mettre une valeur monétaire dessus. Les jeux d'organisation, par exemple. Et ce que ces économistes proposent, alors il y a plein de courants alternatifs et différents, comme je vous le disais, mais ils sont à peu près d'accord sur le fait qu'on va avoir en fait une complémentarité des modes de gouvernance des services écosystémiques, et l'approche marchande n'est pas la seule. Il y a des outils marchands qui peuvent être utilisés et être pertinents, mais vous avez aussi des instruments réglementaires, on l'a rappelé, qui pèsent évidemment dans la décision. Et vous avez aussi d'autres approches par la gestion des communs de ces services écosystémiques qui ne reposent pas forcément sur des évaluations. Et donc ce que propose en fait une gouvernance délibérative des services écosystémiques, c'est d'aller vers une articulation de ces valeurs qui est absolument différente de l'approche que je vous ai présentée au tout début. Donc si on essaie de comparer assez rapidement, la gouvernance délibérative essaye plutôt d'avoir des analyses multicritères qui mélangent des approches monétaires et aussi non monétaires, biophysique par exemple, alors que l'analyse coût-avantage réduit tout à l'étalon monétaire qui est censé être neutre. Avec ces analyses multicritères, pas forcément hiérarchisées, en fait, le décideur va pouvoir mettre en place un forum délibératif pour choisir est-ce qu'on fait les projets ou non, alors que là, en fait, la valeur de marché nous donnait un résultat net pour prendre en compte mathématiquement finalement le résultat. Ici, on voit plus l'individu comme un citoyen qui peut avoir une approche éthique, des valeurs collectives qui transcendent le citoyen, alors que finalement, dans l'approche néoclassique, c'est le consommateur individuel et on agrège les utilités individuelles, voilà. Et donc voilà, dans la gouvernance délibérative, on va être à la recherche d'un bien commun, de justice sociale, de transition écologique, alors que l'approche néoclassique justifie une décision sans remettre en compte le fait que vous allez avoir une dégradation de l'environnement par une compensation monétaire.
Et finalement, cette approche un peu alternative va ne pas forcément bien accepter le fait qu'on ait une substitution entre votre plage et ce projet d'aménagement, alors que l'optimisme technologique des économistes néoclassiques va plutôt soutenir le fait que si c'est très légitime de pouvoir prendre la décision du moment que le bénéfice net pour la société soit positif. Voilà, donc il y aura encore plein de choses à dire, mais je vais devoir m'arrêter là. Je vous ai juste rappelé ici les quelques messages clés de ma présentation. Donc on part d'une métaphore qui devait un peu alerter et attirer l'attention des décideurs publics. Comment les économistes essayent de prendre en compte ce sujet-là? En fait, c'est une question sur la valeur économique des services écosystémiques. On se rend compte qu'une branche de l'économie va vraiment essayer de théoriquement appliquer ce sujet à la théorie économique et de faire rentrer les sujets d'environnement dans l'approche économique habituelle, le système marchand tel qu'on le connaît. Et des économistes alternatifs disent qu'il faut renverser la façon de penser les choses. Nous sommes dans une planète finie, et c'est dans cette planète finie que les organisations sociales et à l'intérieur que les organisations économiques existent. Et c'est à l'intérieur de ces contraintes-là qu'il faut pouvoir générer une nouvelle gouvernance des services écosystémiques. Parfois, utiliser le langage et les talents monétaires peut être utile, mais dans d'autres cas, non. Et c'est cette complémentarité entre les deux qu'il faut chercher. Et ça appelle, bien entendu, à de nombreux travaux interdisciplinaires où les économistes deviennent des économistes écologiques, des chercheurs interdisciplinaires et travaillent avec tout un tas d'autres disciplines pour pouvoir traiter de ces questions. Voilà, donc j'ai terminé ma présentation, j'ai mis les références ici. Et ici, je montre juste quelques schémas donc, de Libbes qui replacent en fait l'analyse économique par rapport à plein d'autres façons d'aborder les services écosystémiques et les contributions de la nature aux populations. Et donc on voit à chaque fois que l'économie ne retrouve, l'approche économique et instrumentale n'a qu'une place parmi un schéma bien plus complexe que ça. Voilà, je vous remercie.